Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2014. J'espère qu'elle vous apportera toutes les satisfactions que vous espérez, et peut-être même encore plus, celles que vous n'osez pas espérer. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vous propose maintenant, c'est d'oublier les soucis, d'oublier tous les problèmes qui peuvent vous peser sur la conscience et de passer un moment ensemble pour continuer notre série sur la Révolution française. Ou plutôt pour la commencer, puisque dans la première vidéo, je vous ai essentiellement parlé des interprétations de la Révolution, et aujourd'hui on va commencer à parler des événements eux-mêmes. Alors vous vous doutez bien que la Révolution n'apparaît pas par hasard dans un pays où tout allait bien. La France des années 1780 est travaillée, minée si on veut, par un certain nombre de crises, certaines ponctuelles et parfois temporaires, mais d'autres beaucoup plus profondes. Et notamment, dans ces crises profondes, il y a une crise de l'ordre social, une forme de contestation de l'ordre établi par une part de plus en plus importante de la population française. Cette contestation, elle vient déjà des nouvelles catégories sociales qui ont émergé pendant le XVIIIe siècle. Je vous parlais dans la première vidéo de cette bourgeoisie qui s'était enrichie dans le courant du XVIIIe siècle par le commerce, par la finance, par le développement industriel également, même s'il est encore embryonnaire. Et cette bourgeoisie, dans son sillage, entraîne également une sorte de classe moyenne, même si elle est là aussi encore minoritaire, faite de gens plus éduqués, des hommes de loi par exemple, des avocats, des paysans relativement fortunés qui ont souvent suffisamment de terres et de patrimoine pour que leurs enfants aient accès à une éducation. Et cette nouvelle ou ces nouvelles catégories sociales aspirent à une forme de représentation politique parce qu'elles apparaissent dans un contexte social et légal qui ne leur laisse que très peu d'espace. La société de l'Ancien Régime porte encore les caractéristiques de la société féodale. Elle n'est pas comparable à la société féodale du Moyen-Âge, mais elle en a gardé certains traits, notamment des différences de lois, de législation entre les différentes régions de la France, énormément de blocage du territoire à travers des péages entre les régions, des différences de réglementation qui fait qu'il est difficile de développer ses affaires au niveau national. Elle a gardé aussi, bien sûr, cette structuration de la société sous forme d'ordre et de privilèges. Les ordres sont des catégories sociales et on en distingue essentiellement trois. Le clergé, c'est-à-dire les représentants de l'Église, la noblesse et ce qu'on appelle le tiers-état, qui est tous les autres,
avec un déséquilibre massif, puisque ce tiers-État représente plus de 95% de la population, 19 personnes sur 20 en France, et il est l'ordre, la partie de la société qui ne bénéficie pas de privilèges. Ceci dit, c'est une présentation un peu schématique que d'opposer ces trois groupes, puisqu'à l'intérieur même de ces groupes, on a des disparités énormes. À l'intérieur du clergé, la population de cet ordre va du curé de campagne jusqu'à des archevêques, des cardinaux, c'est-à-dire des ecclésiastiques beaucoup plus puissants et parfois à la tête de patrimoine extrêmement important. À l'intérieur de la noblesse également, on voit se côtoyer des grandes familles aristocratiques qui pour certaines ont conservé une très grande richesse qui s'appuie sur leurs possessions immobilières, les terres notamment, et une petite noblesse qui très souvent n'a pas de patrimoine, très peu d'argent, et qui vit dans des conditions qui sont plus proches de celles de cette classe moyenne qu'on retrouve dans le tiers-État. Et enfin, le tiers-État, c'est-à-dire tous les autres, voit se mêler aussi bien des paysans qui vivent dans la misère que des grandes familles bourgeoises qui, elles, vivent dans une richesse parfois égale ou supérieure à celle de la noblesse. Donc on a une situation complexe, mais qui amène de part et d'autre beaucoup de contestations. Ce tiers-État, à travers sa frange en expansion, qui est la bourgeoisie et la classe moyenne, qui veut une représentation politique et des structures sociales qui cessent de les stigmatiser. À l'intérieur du clergé également, une partie du clergé qui déplore que l'Église ait pu s'éloigner de sa vocation de pauvreté et de ses missions sociales, parfois pour accumuler des patrimoines importants, et également du côté de la noblesse, des dissensions internes et une volonté pour redorer ses finances de faire appliquer plus durement les privilèges et les droits auxquels la noblesse prétendait. Il y a eu, dans les années qui précèdent la Révolution, ce qu'on a appelé une réaction nobiliaire, une volonté de certaines franges de la noblesse de revivifier, de remettre à l'ordre du jour des droits qui étaient un peu tombés en désuétude et qui permettaient de collecter des impôts supplémentaires, des ressources supplémentaires pour restaurer leurs finances. Or, au même moment, la France traverse une crise financière, du moins l'État, qui est extrêmement aiguë. Structurellement, le budget de l'État est déséquilibré. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, l'année qui précède la Révolution, les dépenses de l'État représentent un peu plus de 600 millions de livres tournois, c'est la monnaie de l'époque, et les recettes représentent à peu près 500 millions. Il y a plus de 100 millions de déficits. Et ces déficits se sont accumulés au fil du temps. Ils ont entraîné la constitution d'une dette
de l'État, très importante, qui a littéralement explosé pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Vous savez que à partir de 1776, la France a commencé à soutenir les insurgés des colonies britanniques aux États-Unis, enfin en Amérique à l'époque, et à partir de 1778 à s'engager officiellement dans la guerre d'indépendance, ce qui se termine en 1783 par un traité, le traité de Paris, qui permet aux États-Unis de voir reconnaître leur indépendance. Donc c'est une victoire qui a redoré le prestige de la France, mais qui a coûté extrêmement cher, puisque on estime qu'au total, le coût de la guerre d'indépendance a représenté 1 milliard de livres, c'est-à-dire 2 ans de dépenses qui sont entièrement allées ou qui se sont entièrement financées par de la dette. Donc la dette est énorme, et en 1788, l'État apparaît tellement à bout de souffle financièrement qu'il n'est plus possible de trouver des créditeurs, des prêteurs qui viennent boucher le trou, et donc la situation de crise financière semble appeler à brève échéance une banqueroute de l'État français. Ce problème financier, il a différentes origines. Il vient un peu, mais en fait marginalement, des dépenses de la cour. Ce qui coûte assez cher, c'est pas véritablement l'entretien de Versailles, les fêtes et quelques dépenses somptuaires, c'est surtout les pensions qui sont payées par le roi, par le budget de l'État, à des nobles, à des courtisans, pensions qui leur ont été attribuées de façon discrétionnaire, et au total qui représentent une grosse trentaine de millions de livres. 30 millions sur des dépenses de 600 millions, ça fait 5% seulement. Donc le gros du problème ne vient pas de là. Le gros du problème financier, ce sont 2 choses. Déjà, une dette énorme qui s'est accumulée, puisque la moitié des dépenses sont en fait le service de la dette, le remboursement des intérêts. Et puis, deuxième problème, des finances publiques qui sont totalement en désordre, parce qu'il est impossible de faire payer les populations privilégiées que sont la noblesse et le clergé. Il y a des tentatives en ce sens dans les années 1780, mais systématiquement la noblesse arrive à les mettre en échec grâce à la faiblesse politique du roi. Autant à l'époque de Louis XIV, le roi avait les moyens politiques d'imposer ses vues et sa politique à la noblesse, autant en cette fin du XVIIIe siècle, la monarchie est trop faible intérieurement par rapport à la noblesse pour la forcer à payer, si bien que les recettes ne rentrent pas suffisamment. Et puis, encore un autre problème, c'est que depuis des décennies, s'est développée la pratique qui consiste à vendre en une seule fois des droits à des investisseurs fortunés ou à des nobles, c'est-à-dire qu'on vendait à une personne le droit de percevoir un impôt pendant une certaine période contre le paiement
d'un capital important, ce qui permettait de faire rentrer rapidement de l'argent dans les caisses, mais qui ensuite privait le budget de l'État des recettes. Donc on était rentré dans une forme de privatisation de la perception des impôts qui privait l'État des moyens d'assurer ses fonctions. Donc en 1788, on a des tensions sociales fortes, et ce à l'intérieur des ordres qui structurent la société française, mais aussi entre eux, avec notamment cette bourgeoisie qui pousse à une réforme des structures sociales. On a une noblesse qui se crispe sur ses privilèges et qui essaye de les renforcer pour maintenir sa prééminence. On a une crise financière dramatique avec une banqueroute qui paraît imminente, et en plus de ça, de mauvaises récoltes qui font que certaines régions du pays se trouvent être plongées dans des situations de disette, quasiment de famine par endroits, d'où un mécontentement totalement général. Parfois, on lit ou on entend que les idées des Lumières, les idées des philosophes du XVIIIe siècle, comme Voltaire, comme Rousseau, comme les encyclopédistes, ont conduit à la Révolution. Ça n'est pas complètement faux, mais c'est loin d'être vrai pour autant. C'est-à-dire que pendant la Révolution, les idées philosophiques qui ont été développées dans le courant du XVIIIe siècle vont inspirer un certain nombre de réformes ou de politiques. Mais pour autant, en 1789, juste avant que la Révolution n'éclate, il y a très peu de contestation de la monarchie. Même le tiers-État considère que la monarchie est la forme de gouvernement naturel de la France, et qu'il faut ajuster les structures sociales et légales, mais il n'y a pas lieu de renverser la monarchie. D'ailleurs, la figure de Louis XVI, même si la monarchie est contestée, reste relativement populaire dans la population française. Il y a cette image du roi qui est le père de la nation, une nation qui, à l'intérieur, connaît des tensions fortes, beaucoup de mécontentement, mais qui, vis-à-vis de l'extérieur, n'a pas de problème de prestige, n'a pas de problème de frontières particulier, et il y a un attachement à l'existence du royaume et à la figure du roi. Ce qui va précipiter les événements, c'est que face à cette situation d'urgence, cette tension sourde, cette impossibilité de réformer, parce que le pouvoir n'est pas assez puissant face aux groupes sociaux et face à toutes ces barrières, qu'elles soient sociales, légales, intellectuelles, qui paralysent le royaume de France. Face à cette crise, il faut trouver une sortie, et cette sortie, cette tentative de sortie, va être la convocation de ce qu'on appelle les États généraux. Les États généraux, c'est une assemblée des différents représentants du peuple du royaume. C'est une pratique qui est apparue au Moyen Âge,
à l'époque de Philippe IV, au XIVe siècle, donc à peu près 5 siècles avant la Révolution. Et ces états généraux étaient convoqués par le roi quand il avait besoin de faire approuver des réformes extraordinaires, des impôts particuliers. Ils ont été assez souvent réunis au XIVe, au XVe siècle. Il y a eu une petite résurgence au XVIe, mais cette institution des États généraux est ensuite tombée en désuétude. La dernière fois qu'ils avaient été rassemblés avant 1789, c'était au XVIIe siècle, sous Louis XIII, et le déclin des États généraux s'expliquait en grande partie par l'installation de la monarchie absolue, c'est-à-dire d'un roi qui n'avait plus de compte à rendre à ses sujets, si bien que depuis à peu près 150 ans, les États généraux n'ont plus été convoqués. Le fait de les convoquer constitue donc une décision lourde politiquement à l'époque, et cette convocation est prévue pour mai 1789 avec comme principale question qui est posée à ces États généraux trouver une solution à la crise financière que connaît la France. La préparation de ces États généraux va commencer tout de suite à montrer des dissensions et des problèmes politiques importants. Les États généraux sont structurés en suivant les 3 ordres qui caractérisent la société de l'Ancien Régime, donc la noblesse, le clergé et le reste, le tiers-état. Tiers-état qui représente, je vous le rappelle, plus de 95% de la population. Et historiquement, chacun de ces ordres disposait d'un poids équivalent dans les votes des États généraux, ce que immédiatement les représentants du tiers-état vont contester en demandant au moins à peser 2 fois plus que les autres ordres, ce qui égaliserait, si on veut, le pouvoir entre le tiers-état d'un côté et les ordres privilégiés, noblesse et clergé, de l'autre. En apparence, cette demande va être satisfaite puisque les députés du tiers-état sont 2 fois plus nombreux que ceux des autres ordres. Mais quand les États généraux se rassemblent en mai 1789, le pouvoir va faire une suite de maladresses assez lourdes qui vont entraîner des conséquences inattendues. La première maladresse, ça va être de recevoir les députés du clergé et de la noblesse avec tous les honneurs, alors que ceux du tiers-état sont ignorés. Ce qui est une faute de protocole, si on veut, mais qui déjà instille l'idée chez les députés du tiers-état qu'ils ne vont pas être entendus et respectés. Deuxième maladresse, il apparaissait plus ou moins clair que les députés du tiers-état pourraient voter par tête et donc peser autant que les autres ordres réunis, mais le roi et ses ministres ne prennent pas position de façon très claire sur ce point, si bien qu'il existe
une incertitude, on ne sait pas comment les États généraux vont fonctionner, et le tiers-État craint de se faire mettre facilement en minorité par la noblesse et le clergé qui chercheront à maintenir les privilèges en votant à 2 contre 1. Et enfin, le plus grave, c'est que lors de la cérémonie d'ouverture des États généraux, toutes les questions et les problématiques qui sont posées aux États généraux ne portent que sur la crise financière et sur ce problème de finances publiques, et absolument pas sur ce qu'espérait le tiers-État, c'est-à-dire des réformes de société, la remise en question de certains privilèges au moins, ce qui mécontente très fortement une bonne partie des députés du tiers-État. Donc la situation se bloque, les États généraux sont incapables d'avancer dans leurs discussions, et pendant plusieurs semaines, jusqu'en juin 1789, on est dans une sorte de flottement pendant lequel toute initiative est bloquée par ces points qui empêchent les États généraux de travailler. Ultime maladresse aux conséquences catastrophiques pour la monarchie, pour essayer de débloquer les choses, le roi ordonne la fermeture de la salle où devaient se rassembler les États généraux un beau matin, et les députés du tiers-État trouvent refuge dans une salle, la salle du jeu de paume à Versailles. Le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis, c'était donc une salle de sport où ils se rassemblent avec quelques représentants du clergé et de la noblesse, et ils posent ce jour-là, le 20 juin 1789, un acte fondateur qui est de décréter que l'assemblée qui est dans cette salle du jeu de paume est une assemblée nationale, donc qu'elle n'est plus simplement les représentants d'un ordre participant aux États généraux, mais qu'elle représente la nation française, que c'est de cette nation que procède le pouvoir politique, et que cette assemblée qui s'auto-nomme Assemblée nationale va donner une constitution à la France. Il faut bien réaliser l'importance symbolique et politique de cette décision de la nouvelle Assemblée lors du serment, le serment du jeu de paume du 20 juin 1789. C'est une rupture majeure parce que c'est une déclaration de guerre à la monarchie absolue. La monarchie absolue, dite de droit divin, c'est l'idée que tout le pouvoir, sous ses formes exécutives, législatives, judiciaires, ne procède que de la personne du roi, en tout cas qu'il a un droit de regard sur l'exercice de chacun de ses pouvoirs. Dire qu'on va faire une constitution, qu'on va écrire un texte qui va définir les pouvoirs, ça veut dire limiter les pouvoirs du roi et mettre au-dessus de lui un texte fondateur du système politique, ce qui revient d'une part à dire que le pouvoir, ce n'est pas le roi qui le possède avec l'appui divin, mais que le pouvoir appartient au peuple, à la nation. C'est un bouleversement intellectuel considérable qui a bien sûr été préparé par
des philosophes, par l'exemple de la Révolution américaine, qui a, elle aussi, donné lieu à l'établissement d'une constitution écrite. Et par ailleurs, ça veut dire limiter les pouvoirs du roi, le soumettre à un texte plus puissant que lui. Donc on est face à un véritable affront à l'institution monarchique telle qu'elle existe jusqu'à présent. Et face à cet affront, Louis XVI, au départ, va apparemment accepter le fait accompli, mais peu de temps. Le serment du jeu de paume a lieu le 20 juin 1789. À partir du 26 juin, quelques jours après, Louis XVI ordonne que des troupes commencent à se masser autour de la capitale, donc relativement proche à la fois de Paris et de Versailles, où sont réunis les États généraux. Et il le fait d'une part parce que l'ancien tiers-État, accompagné de quelques autres représentants de la noblesse et du clergé, vient de s'auto-proclamer Assemblée nationale, et aussi parce que la situation intérieure à Paris s'est rapidement dégradée. Elle s'est dégradée déjà au niveau populaire parce que le prix du pain, à cause des mauvaises récoltes, est au plus haut. Et pour le monde ouvrier à Paris, ça veut dire une situation de misère extrêmement difficile à supporter. Également parce que les couches bourgeoises dans Paris sont déçues et inquiètes de voir la tournure que prennent les États généraux et pour le moment l'absence d'avancées ou de réformes concrètes. Elles craignent également que les États généraux soient neutralisés et que les espoirs de réformes sociales et politiques ne tombent à l'eau. Et ces troupes, au lieu de calmer la population de Paris, vont au contraire l'agiter. La rumeur se met à courir selon laquelle elles vont couper l'approvisionnement en nourriture, ce qui fait paniquer les couches populaires, et de petites émeutes en juillet 1789 commencent à apparaître. Et le 14 juillet, date que vous connaissez, se rapproche maintenant à grands pas, mais je vais m'arrêter là pour le moment et continuer l'histoire dans le prochain numéro. Merci et à bientôt.